Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. C'est officiel. La coalition des mouvements de l'Azawad a ratifié ce samedi à Bamako l'accord de paix pour le nord du Mali. Une signature qui met fin à plus de 3 ans et demi de conflit. Élection législative ce 29 juin au Burundi. Si le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, se dit prêt à aborder cette échéance, l'opposition radicale, elle, reste dans l'optique du boycott. Et puis les petites et moyennes entreprises, véritables facteurs de développement pour le continent africain. Pourtant, au Gabon, elles se retrouvent dans une situation délicate. Les détails dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, premier meeting de la coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire. Il s'est tenu ce samedi à Yopougon, une commune d'Abidjan, et a rassemblé entre 3 000 et 5 000 participants. À présent à ce rendez-vous, l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan-Banny a appelé à la libération de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, détenu à La Haye par la Cour pénale internationale. Rappelons que la CNC veut représenter l'alternative au pouvoir en place pour les élections présidentielles de 2015. C'est un soulagement pour le gouvernement malien. Après plusieurs années de négociations marquées par de nombreux échecs, la coalition des mouvements de l'Azawad a définitivement signé ce samedi 20 juin l'accord de paix qui devrait mettre fin au conflit dans le nord du Mali. Et désormais, le cap est mis sur sa mise en œuvre. Le point tout de suite avec Ibarat Ndiaye. L'accord de paix pour le nord du Mali officiellement ratifié. C'est une victoire pour le Mali. La coalition des mouvements de l'Azawad a définitivement signé ce samedi 20 juin l'accord de paix qui devrait mettre fin au conflit dans le nord du Mali. Le 15 mai 2015, ce texte a été validé à Alger par le gouvernement malien et la médiation internationale en l'absence des groupes rebelles. Ce samedi, Sidi Ibrahim Ould Sidati, un dirigeant de l'Azawad, en a fait de même lors d'une cérémonie en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et du chef de la mission de l'ONU, Monji Hamdi. La signature n'est pas l'acte principal. Une signature ne mettra pas fin à ce conflit. Il faut l'application sur le terrain, que cette signature ne soit pas comme les précédentes, qu'elle soit appliquée. Il reste maintenant à relever les nombreux obstacles et mettre en œuvre l'accord de paix. Pour y arriver, un comité de suivi a été créé à l'issue de la signature du texte. Mais l'État malien devra apporter des réponses politiques et pour de nombreux Maliens, la justice doit jouer son rôle. Il faut une phase politique au cours de laquelle la régionalisation poussée qui va donner une réponse concrète à la forme politique de cet accord, l'élection des présidents des régions au suffrage universel. Et ensuite, et enfin, il faut dans la mise en œuvre concrète de cet accord-là, une justice, une commission de dialogue, réconciliation et vérité pour que ceux qui ont les sangs souillés de crimes, ceux qui sont coupables de crimes contre l'humanité, répondent de leurs actes devant la justice nationale et internationale. Le comité de suivi devra se pencher également sur la question du désarmement, la reconstruction, mais également à la formation de la nouvelle armée nationale avec une cohabitation entre soldats gouvernementaux et les anciens rebelles. On doit s'attendre à ce que rapidement que l'on passe à la phase d'application sur le terrain de cet accord-là, pratiquement le désarmement et le cantonnement des groupes armés et ensuite la lutte féroce contre le terrorisme avec l'appui de la communauté internationale, de la France, de l'opération Barkhane aujourd'hui et surtout demain avec l'implication de l'armée malienne dans la sécurité des personnes et des biens dans les plus grandes villes. Désormais, ils ont reconnu le drapeau malien, venu à Bamako sous le drapeau, faire allégeance au pouvoir de Bamako. Donc, concrètement, cette bonne foi doit se poursuivre sur le terrain. Le comité de suivi tient sa première réunion ce dimanche à Bamako afin d'organiser les modalités de mise en œuvre de l'accord. Il est composé des membres du gouvernement malien, d'anciens rebelles et plusieurs médiateurs, notamment algériens. On note également la présence des représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. L'opposition obtient en partie gain de cause en Guinée. La date des élections locales prévues pour 2016 a été annulée. La décision a été prise en assemblée plénière ce samedi 20 juin et doit être validée par la Commission électorale nationale indépendante. En revanche, l'élection présidentielle se déroulera comme prévu le 11 octobre prochain. La date des communales, quant à elle, n'a pas encore été décidée.
L'échéance électorale approche à grands pas au Burundi. Si le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a amorcé ses préparatifs pour les législatives de ce 29 juin, l'opposition radicale, elle, ne se sent pas prête à s'engager dans ces élections sans un nouveau calendrier issu d'un consensus. Explication avec Lizelsi Akizimana. Les élections des conseillers et des députés se dérouleront le 29 juin au Burundi, avec ou sans l'opposition radicale. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, reste déterminé. Il prépare et participera aux premières élections de 2015. Le CNDD-FDD se prépare aux élections qui vont se dérouler le 29 de ce mois de juin, parce que depuis qu'il y a eu un nouveau calendrier de ces élections, nous n'avons pas arrêté la campagne, nous avons continué la campagne et nous nous préparons bien et bien à ces élections. L'opposition radicale, elle, ne se sent pas encore prête et pour cause, un calendrier électoral qui ne respecte pas les règles du jeu démocratique, l'insécurité et la menace des leaders d'opposition ou encore l'absence des médias et des observateurs dans le pays. Nous ne sommes pas prêts à nous engager parce que nous avons toujours promis que les élections doivent être inclusives, transparentes, crédibles. Ça veut dire qu'elles doivent respecter les normes et standards internationaux, ce qui n'est pas le cas présentement. Au-delà de ça, il y a deux sommets qui se sont tenus. L'un a regroupé les chefs d'État de la communauté ouest-africaine. La dernière en date réunissait les chefs d'État de tout le continent africain. Et à travers les conclusions, les recommandations du sommet de l'EAC, il avait été convenu que les élections ne devraient plus être une préoccupation avant un mois et demi. Ça veut dire avant le 15 juillet, on ne pouvait plus prétendre à une quelconque élection, que ce soit communale, législative, présidentielle ou autre. Déterminé d'organiser ces élections, le gouvernement continue de rassurer la population. Selon le dernier calendrier électoral, après les législatives du 29 juin, il y aura la présidentielle le 15 juillet et ensuite les sénatoriales le 24 juillet prochain. Une échéance compromise par la situation sur le terrain. Dans la nuit du vendredi 19 à samedi 20 juin, des tirs et des grenades ont été entendus dans plusieurs quartiers de Bujumbura, la capitale burundaise. À noter que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Batidi, a été désigné comme le nouveau facilitateur de la crise politique au Burundi. Il remplace l'Algérien Saïd Dinit, récusé par les opposants à la candidature à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, qui l'accusait d'être partial. L'endettement, principal frein au développement des petites et moyennes entreprises au Gabon. Pour changer la donne et permettre aux PME de jouer pleinement leur rôle dans l'économie, une série de réformes politiques est à l'étude. Les détails avec Ibarat Ndiaye. Les petites et moyennes entreprises sont l'épine dorsale de l'économie d'un pays. Elles sont cependant confrontées à plusieurs maux qui freinent leur développement et la création de richesses et d'emplois. Le Gabon a mis en place très tôt, 4 ans après son indépendance, un cadre légal pour le lancement d'une politique de développement des PME, avec notamment la création d'une agence nationale Promo Gabon chargée de promouvoir ces PME. Malgré cela, ce secteur connaît aujourd'hui d'importantes difficultés financières et pas seulement. La dette au niveau PME est quand même en deçà de 100 milliards et pourtant ça devrait être payé, mais nous avons quand même un signal qui a été donné par le ministre du Budget qui dirait que la dette serait plus ou moins liquidée d'ici le 31 décembre 2015, mais c'est trop loin pour les PME. Au moment où le pays s'est lancé dans un ambitieux programme pour atteindre l'émergence à l'horizon 2025, les PME ont une pierre importante à apporter à l'édifice et cela passe par plusieurs préalables. Ce qui bloque, c'est simplement que la discussion ne se fait pas. Il faut bien qu'il y ait une concertation entre le gouvernement et les structures patronales que nous sommes pour qu'effectivement nous parlions le même langage et afin que le vœu du chef de l'État de faire du Gabon un pays émergent soit probant et que effectivement la PME trouve sa place dans l'économie nationale parce qu'il faut également la repenser, il faut restructurer. On parle de restructuration aujourd'hui, restructurer signifie également qu'il faut
prendre en compte la loi sur la modernisation de l'économie pour permettre à ce qu'on définisse réellement au Gabon ce qui constitue réellement une petite et moyenne entreprise. Le Gabon possède l'atout majeur de disposer d'importantes ressources naturelles. Le prix du baril du pétrole sur le marché mondial a connu une chute vertigineuse de leur valeur de l'ordre de 56% depuis la mi-juin 2014. Le pays a dû s'adapter à cette nouvelle donne et a pris des mesures de réajustement budgétaire. Des difficultés qui ne vont pas empêcher l'État gabonais de miser sur les PME pour accélérer la croissance du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.